part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandiz, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. La réunion de famille hebdomadaire. Ça bouge pas. Comme d'habitude, on est là en compagnie. Oh là, tu vois, on est réunis en compagnie de les frères, déjà, je vous kiffe. Hein. Je vous kiffe, mais pour l'instant, je vous mets un peu sur le teco. D'accord? On revient, on va passer à ETL, à Chartres, en compagnie de un frère, un grand frère, un adversaire, tout ce que tu veux, un fan de Un OG. le OG, comme on dit, le OG. Il est là avec ses lunettes. Monsieur Mamadou Niang. Salut mon frérot, j'espère que tu vas bien. Mamad, accompagné à côté de son frère, de son petit frère sénégalais. Mon frère Ricky. Eh ouais. Comment, Ricky? On est là, mon gars, on est là. Très content d'avoir notre grand ici. Hein. Notre grand à nous, parce qu'il a connu nos 3 clubs formateurs. Donc, non, c'est bien, on aura des belles choses à dire. Des belles choses à dire. Ah, des belles choses à raconter. Et à ATL, ça dit quoi? ATL, Atlanta. Là, on est là, super content d'être en présence. Tu sais les légendes, tu sais, quand tu arrives dans un centre de formation ou à Claire, on te parle toujours des anciens qui sont passés, machin. Frérot, Mamad, il était sur toutes les lèvres de toutes les générations. Il y en avait 2. Il y avait Mamad et Karim Ziani. Tu les entendais, c'est comme si on avait grandi ensemble. Enfin, grandi ensemble. C'est comme si ça avait été notre grand frère à nous aussi. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, c'était pas, ouais, il y a Mamadou Niang, c'est Mamad. Mamad, quand on dit un OG, à 3, c'est un OG. J'imagine que même les centres de formation encore maintenant, ça part de Mamad. Mais en tout cas, c'était ça. Surtout à 3. Surtout à 3. Ah ouais, à 3, Avec c'est Karim, ouais. Là aussi, on aura des choses à dire. Hein. Légende. Je ne sais pas si une heure, ça va tenir avec tout ce qu'on a à dire. Hein. Entre 3, Strasbourg, Metz. Ah, gros, le Sénégal, oh là là. Le Sénégal, voilà. Mais, il a fait 3 Strasbourg et Metz en 6 mois. C'est sur tes plates-bandes, Ricky. Hein. Ouais, moi j'étais au centre. Hein. Quand il est arrivé, j'étais au centre. avec, Après, quand j'ai commencé à monter avec les pros, c'est là que tu es parti à l'OM, il me semble. Exactement. Tu l'as laissé, frérot. Non, je ne suis pas laissé. À un moment donné, il fallait franchir un cap. Et puis, Strasbourg, c'est un bon club. C'est un bon club, c'est une belle ville, mais ça restait quand même un tremplin dans ma carrière, même si j'ai passé 2 années incroyables. Là. Je le dis à chaque fois aux gens, Strasbourg, s'il y a un club, il faut aller, c'est là-bas. Hein. C'est clair. Avec la Coupe de la Ligue aussi. Hein. On a gagné la Coupe de la Ligue, ouais. C'était lourd. Attends, mais déjà, comment on fait d'habitude? Déjà, c'est comment, Ricky? Moi, je veux savoir, là, en ce moment, là, c'est comment? Tu vois, c'est comme d'habitude, je veux savoir, c'est comment à Chartres, déjà? Il se passe quoi à Chartres, là? Écoute, sur Chartres, moi, toujours pareil. Hein. Toujours ma petite blessure que je traîne depuis quelques temps, là. Du coup, je pense que ça va beaucoup mieux. Hein. J'espère reprendre la semaine prochaine. Écoute, en fin de semaine, on a un match, encore une fois, un match important. Hein, comme je disais la semaine dernière, un match contre Granville. Donc, c'est un match important pour le maintien pour nous. Bon, malheureusement, je serai pas de la partie, mais j'espère revenir très vite. Hein, et du coup, j'en ai profité pour bien finir mon ramadan, tranquillement. Là, j'ai avec ma bouteille d'eau, je suis au calme. Donc, non, c'est bien, on est là. Et comme la semaine dernière, j'espère que l'équipe se prépare bien parce que je ne suis pas avec eux. Moi, je fais des soins en parallèle avec mon kiné, en cabinet, tout ça. Donc, j'espère que l'équipe se prépare bien pour ce match super important parce que si on gagne, on a encore la possibilité
de se maintenir. Même ça va être compliqué, mais il va nous rester 6 matchs pour essayer d'accrocher le maintien, quoi. En plus, on t'entend, tu parles un peu du nez, t'es un peu pris. Ouais, j'ai pris froid. Bah, tu sais quoi, tellement je fais des séances de piscine, enfin tellement. J'ai fait quelques séances de piscine. Bluff, tu sais, carab bien nager. Bah, Il a appris en à nager, France, il a appris à nager. frérot, en France, on économise surtout, frère. L'eau était super froide, la douche était tiède. Je suis ressorti malade direct, tu connais. Non, c'est trop, c'est trop. Mais Fais attention, bientôt elles vont être remplies à moitié avec les restrictions et tout, hein, d'après ce que j'entends. Comment ça vider petit les bassin, piscines? petit bassin. Non, non, voilà, je suis un peu pris du nez, excusez-moi les gars, mais on est là pour représenter comme chaque semaine, tu connais. Et de l'autre côté de l'Atlantique, ça dit quoi, Etienne? Vous avez fait quoi ce week-end? C'est quoi les news? Almada, il fait encore du sale, il fait quoi? Il se passe quoi là-bas? ATL, match nul à New York City FC, dans le stade des Yankees. Tu vois, jouer dans un stade de baseball, c'est particulier. Tu vois, c'est vraiment. Mais c'est un stade iconique, tu vois, un petit peu. Bon, c'est pas ton sport, mais stade iconique, match nul. On a vraiment bien joué, mais les news, c'est qu'on joue Toronto ce week-end et que potentiellement je vais jouer parce qu'il y a eu. Eh? Ah là 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 là, ça y est, Oui, la retour. story, notre gardien s'est sans doute fait le latéral interne, malheureusement pour lui. Donc, De nouveau? non, enfin, ouais, il était revenu Ouais. du tendon d'Achille et Arnaud Achille. malheureusement, c'est latéral interne. Donc, écoute, franchement, tu sais, ça fait vraiment mal pour lui. Il a pu finir le match, on ne savait pas trop et a priori, c'est le diagnostic. Donc, le homecoming, comme on dit, hein, a priori. Brad Guzan, il se reblesse. Et là, tu joues Toronto ce week-end. Et c'est le match où, normalement, tu vas jouer ton premier match. C'est le knock on wood, mais c'est la direction que ça prend. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah T'as vu, ouais. chaque semaine, on disait, ouais, on lâche pas, on reste dans la roue, on reste dans le truc, on reste motivé parce qu'on ne sait jamais. Et voilà, ça tombe plutôt que prévu, et en plus contre ton ancienne équipe. On ne sait jamais de plus, hein. Voilà. Un de plus dans la story. Et donc, on partage sans fil. Voilà. Les gars, c'est ce qu'il en est aujourd'hui. All right, all right. OG, monsieur Nyang. Dis-moi, En ce moment, dis-moi. non, en ce moment, moi, je veux savoir, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est quoi les. En ce moment, il fait quoi, Mamad? Non, en ce moment, je travaille avec deux amis à moi qui sont agents de joueurs, qui ont ouvert leur agence. Et moi, je suis plus dans le conseil. En fait, je suis plus dans le conseil auprès des joueurs, par rapport à leur carrière, à comment donner suite à leur carrière, au choix de carrière aussi, qui est très important parce que bon, on a tous été joueurs. Hein. Toi le premier, même tous ceux qui sont ici derrière leur écran, on a tous été joueurs. Donc, on sait très bien qu'un choix de carrière, ça conditionne souvent la suite d'une carrière. Bon, c'est important de faire les bons choix au moment, au bon moment. Donc voilà, maintenant je me concentre plus sur ça, je m'occupe plus des gamins. Et voilà, donc, en parallèle, je mène ma petite vie tranquille de famille avec ma femme, mes enfants, tranquille à la maison. Mais par rapport à ce que Q il a dit, parce que Q, là, il va jouer contre son ancien club Toronto. Enfin, par la grâce de Dieu, si tout se passe bien d'ici ce week-end. Parce Le qu'on a... hasard fait bien les choses. Et ouais. Exactement. Mais Ricky, Q, moi, toi, Mamad, c'est quoi le club? En fait, sur ton ancien club, quel club contre qui vous avez joué? Par exemple, toi, on a fait tous des clubs. Lequel de vos retours dans votre ancien club était le plus, tu vois, le plus chaud, le plus au niveau émotionnel, tu vois, ou le plus dur à jouer? Moi, pour ma part, c'était Strasbourg. Après, Strasbourg et Metz aussi, tu vois. Strasbourg parce que bon, moi, j'ai quitté Strasbourg, je vais dire très honnêtement, j'ai quitté Strasbourg avec une boule au ventre parce que on sait très bien que tu franchis un palier, même niveau financièrement, tu franchis un palier aussi, sportivement aussi. Mais tu sais, quand tu es bien dans un club, moi j'étais bien à Strasbourg, tu vois, j'étais bien, j'avais mon petit confort, j'étais dans un club qui était bien, familial, tout ça. Et de partir, ça m'a fait un peu chier, même si je suis content de signer à l'OM. Et après, de pouvoir revenir jouer à la Méno, c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi. Ça veut dire quoi?
Non, non, moi, j'allais rebondir sur ça en disant que moi, aussi étonnant que cela puisse paraître, malgré le fait que j'ai fait beaucoup de clubs. Après, moi, j'ai joué dans beaucoup de pays différents. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer mes anciens clubs. Par exemple, bon, quand j'étais à Ajaccio, j'ai rejoué contre Nantes, mais c'était plutôt dans l'anonymat parce que j'ai fait 1 an et demi là-bas. Ça s'est passé de manière un peu, on va dire, aléatoire parce qu'on est monté puis on est redescendu. Donc, quand je suis reparti là-bas, il ne s'est rien passé de spécial. Après, quand j'étais en Turquie, tu sais, moi, j'ai joué à Ankara et à Bursaspor. C'est des clubs qui sont frères, qui sont jumelés un peu au niveau des supporters. Ils sont très amis. Donc, oui, en effet, quand j'étais à Ankara et que je suis reparti jouer à Bursaspor la première saison, ouais, c'était sympa, c'était marrant. D'ailleurs, pour l'anecdote, je me suis trompé de vestiaire. Tu sais, la fameuse expression, ouais, tu ne tombes pas de vestiaire, tout ça. Bah, moi, j'ai vraiment fait, tu vois. Je peux C'est vrai arriver. ça? C'est vrai ou sérieusement, c'est du mytho? Parce Non, que franchement, c'est la vérité. C'est la vérité. Je suis arrivé dans le vestiaire, enfin, je suis arrivé dans le tunnel. Tu connais, Ça tu te connais les gars de crocodile? la sécurité, les gars de la sécurité, les gars, des potos que tu connais, des bénévoles, tiens la main. Ouais, tu dis bonjour à tout le monde. Ah, ouais, je dis bonjour à tout le monde. Hop, je vais à droite. Les mecs, ils me disent, hey, qu'est-ce que tu fais? C'est là-bas, toi, maintenant. Tu vois? Et du coup, je suis parti là-bas. Mais voilà, après, ça s'est bien déroulé. Petite ovation. Après, non, je n'ai pas vraiment rencontré mes anciens clubs quand j'ai quitté, vu que j'étais en Belgique, en Grèce, en Turquie. Donc, j'ai pas eu l'occasion de croiser mes anciens clubs sur le terrain. D'ailleurs, une petite parenthèse, c'est marrant que tu dis ça parce que ce week-end, il y a Strasbourg, Ajaccio, là, mes deux anciens clubs, et le club à Strasbourg, ils m'ont invité, Mamad. Donc, je pense que j'irai voir ce match. En plus, c'est un match super important pour le maintien. Donc, c'est marrant parce que maintenant, c'est plus après carrière que je me rends compte que voilà, il y a mes deux clubs qui se rencontrent, des Ajaccio-Nantes, des Ah, mais Strasbourg-Nantes, Ajaccio. Ce qui est bien chez Strasbourg, c'est qu'ils invitent souvent les anciens joueurs. Tu vois, même moi, si je suis resté que 2 ans, j'ai encore des contacts là-bas. Tu vois, j'ai encore des Mhm. contacts. Le club m'envoie souvent des emails pour m'inviter à des matchs. Marc Keller, j'ai quelques fois au téléphone qui m'invite aussi de temps en temps là-bas. Et quand j'ai l'occasion d'y retourner, franchement, je suis accueilli à chaque fois comme si j'avais jamais quitté, comme si je faisais partie Ouais. de la famille. Ah, c'est bien ça. Après, ça, c'est normal parce que là, tu as marqué l'histoire du club. En plus, vous avez remporté un trophée et tout. Donc, après, c'est un club qui est très familial. Donc, forcément, il y a un lien, Ouais, mais un lien tu qui vois, reste. c'est Hein. pas. Oui, mais c'est pas comme à Marseille. Tu vois, à Marseille, oui, on m'invite, mais parce que je suis encore dans la ville. Tu vois, je vis encore dans la Ouais, ville. ouais, ouais. Tu vois, c'est pas pareil. Demain, si je quitte Marseille, je pense qu'on m'inviterait beaucoup moins Mhm. que maintenant, tu vois. Mais que Strasbourg, ça change pas. Pratiquement toutes les semaines, je reçois une invitation presque, tu vois. Ouais. C'est bien, il y a ce souci de la reconnaissance. C'est la Mm. culture aussi. Sincèrement, tu vois que de plus en plus de clubs, bah, ils insistent sur la culture du club. Tu vois, les gens qui ont marqué le club ou pas. Et même après, tu vois, je vois, là, trois vont faire les 20 ans du centre de formation. C'est un truc qui prend de plus en plus d'importance. Et je pense que, tu vois, ça n'a pas de prix, ça. Parce qu'en tant qu'ancien joueur, tu es touché. Et en même temps, c'est pour transmettre. Tu vois, Mamad, ça ne m'étonne même pas que tu sois dans un rôle de conseil vis-à-vis des jeunes, que tes anciens clubs t'invitent. C'est un truc où la transmission, c'est tellement important maintenant. C'est un truc où maintenant, on est dans un football de consommation. Les mecs ils font 10 clubs en carrière. Dès que tu joues pas 3 matchs de suite, tu veux partir. C'est un truc où il faut aller un petit peu au contre-pied de tout ça et un petit peu institutionnaliser les joueurs qui connaissent leur club, qui ne soient pas juste de passage tout le temps. Et je pense que ça en dit long. Et c'est Mais bien que Strasbourg le fasse et je pense qu'il y en a pas mal d'autres qui le font quand même. tu sais que pour rebondir sur ce que tu dis, toi, à Troyes, il y a quoi? On va dire, il y a moins d'1 an, tu vois. Ils avaient organisé un match contre, comment ça s'appelle, le Variété Club de France, où Mhm. c'est les anciens joueurs de Troyes contre le Variété Club de France. Et c'est la première fois qu'ils le faisaient. Et c'était la première fois depuis que j'avais quitté Troyes que je revoyais tous mes anciens coéquipiers de l'époque. Et franchement, on avait passé un super moment. Ça m'a permis de revoir tout le monde. Ça m'a permis voilà, d'échanger avec tout le monde. Et ils ont kiffé. Ils ont kiffé ce moment-là. Même le club a kiffé ce moment-là parce qu'ils veulent refaire une opération comme ça. Et je trouve ça dommage qu'il n'y en a pas, que c'est pas assez reproduit de la part des clubs, tu vois. et dans tout ça, il y a est-ce que tous les clubs, déjà, ils ont la même mentale par rapport à ça? Parce que tu parles, là, par exemple, tu parles de Strasbourg, tu parles de Troyes, sans faire offense à d'autres clubs. Tu parles de Marseille, c'est différent. La ferveur, elle est différente. Là où, en fait,
c'est des clubs, le Grand Est. Tu vois, tu es passé à Metz, Strasbourg, 3. Pour moi, c'est le Grand Est. La mentalité des gens dans le Grand Est, c'est un peu comme, tu vois, quand je suis arrivé à Newcastle, c'est une mentalité un peu plus familiale. Tu vois, Je suis d'accord avec toi. Tu as capté. Chaleureuse, ouais. C'est plus chaleureux, c'est pas London. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai fait 1 an à Newcastle. 1 an après, je suis parti chez les Spurs. Mais 1 an, aujourd'hui, comme toi, enfin, je veux dire, parce que je pense qu'au niveau du caractère, ça matchait bien et ils ont vu que je donnais tout. Ils me rappellent tout le temps. Tout le temps, je pars, je fais des interventions. Et en fait, et les gens là-bas, c'est plus chaleureux, tu vois. Et je pense que c'est dommage qu'il n'y en a pas plus. Mais après, tu vois, les clubs de Paname, Marseille, Londres, on va dire que c'est pas la même chose. C'est les capitales, c'est les grandes villes, Lyon. Après, je sais pas comment ça se passe dans leur club là, mais toi, tu n'es pas dans les trucs. Après, là, je me rappelle quand tu jouais à Newcastle, parce que tu étais venu nous voir jouer Liverpool-Marseille. tu es venu à l'hôtel nous voir avec Habib. Je me rappelle très bien. Voilà, je me rappelle très bien de ce moment-là. Non, après, tu vois, tu vas dans un club comme Lens, par exemple. Lens, c'est pareil, c'est familial. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau de toute l'organisation, c'est pratiquement que des anciens joueurs qu'ils ont vu évoluer dans le club. Il y en a qui partent, mais il y en a d'autres qui viennent. Au niveau des éducateurs, c'est la même chose. Voilà, tu sens que c'est un club familial. Tu vois, après, tu vas à Lyon. Lyon, c'est pareil. Quand tu vas à Lyon, il y a un peu moins ces dernières années, mais à l'époque, tu avais beaucoup d'anciens joueurs qui revenaient au club pour pouvoir entraîner les plus jeunes, pour pouvoir transmettre, comme tu as dit tout à l'heure. Voilà, tu vois, il y a Gueda qui est aujourd'hui entraîneur de la réserve à Lyon. Avant lui, il y a eu Christian Bassila. Tu as Claudio Cachapa qui est là-bas. Tu as Ludo Giulio aussi qui est là-bas. Tu as Ryu qui est là-bas aussi. Donc voilà, moi, je pense que c'est important. C'est important de pouvoir rappeler les joueurs qu'ils ont marqué à un moment donné l'histoire du club dans lequel ils ont évolué, de pouvoir les rappeler dans ce club, parce que c'est comme ça que tu peux transmettre le mieux, je pense. Moi, je pense qu'il y a un retour au Racing qui s'opère dans les clubs. Il y a un retour justement à cette tradition qui est importante. Parce que au-delà du côté marketing, je pense que si le côté, on va dire, un peu vrai, un peu on va dire, authentique, ça revient. Hein. Même tu vois des clubs comme le Bayern, même Barcelone, tu vois, c'est des clubs qui puissent beaucoup là-dessus, sur les anciens joueurs, sur l'héritage, tu vois, sur l'histoire. Tu vois, c'est important. Avoir une histoire, c'est aussi avoir une certaine légitimité. Et quand on parle d'un club comme Paris, je pense que Paris, c'est ce qui leur manque un peu en ce moment, tu vois. C'est la bien sûr, différence c'est ce qui avec leur manque. c'est que, bon, il en manque plein de choses, hein, plein d'autres choses, mais entre autres, c'est cette question culturelle ou d'héritage qui fait qu'il n'y a pas un supplément d'âme, je pense, dans un club comme Paris. Mais moi, je ne trouve pas ça normal qu'aujourd'hui, enfin, ça se fait beaucoup, mais je ne trouve pas ça normal qu'aujourd'hui, un club comme Cap Paris, il n'y a pas d'ancien joueur du PSG, à part Zoumana, qui est là-bas depuis qu'il a arrêté sa carrière. Il a tout de suite switché sur ça, mais sinon, je ne pense pas qu'il aurait pu être là-bas. Mais aujourd'hui, tu vois, par exemple, un Morientes, Gucci, tous ces joueurs-là, ils reviennent au Real. Ouais, ils ont tous coupé au Barça, c'est la même chose. Et ça, on parle de grandes institutions, on parle des joueurs des clubs qui ont gagné à plusieurs reprises la Champions League, mais ils n'hésitent pas à faire confiance aux joueurs qui sont passés dans leur club, parce que c'est des joueurs déjà à la base, avant d'avoir joué dans ce club-là, ils étaient fans de ce club-là. Ouais. Ils ont gardé cet amour du club malgré qu'ils sont partis, malgré qu'ils ont été joués dans d'autres clubs. Ils ont toujours cet amour pour le Real ou pour le Barça. Donc, bien naturellement, quand ils reviennent dans leur club, ils sont prêts à tout donner pour ce club-là. Mm-hmm. Toi, t'es des fans ils pourraient même revenir gratuitement, tu vois. Tu es des fans parce que tu parles de fans. C'est un bon point, parce que moi, quand je te vois, moi, je te connais, je t'ai vu quand j'étais au centre de formation à Metz. Et quand je t'ai vu arriver faire du sale avec Manu devant, là, oh putain, qu'est-ce que vous m'avez enjaillé. Oh là 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 là. Non, t'es venu en paix. Frérot, pas plus qu'avec Mika Pagis. Hein. Non, attends, c'est pas la même chose. Après, on va en parler, On va dire c'était kiff-kiff parce qu'on a pris. Non, j'ai vraiment pris du plaisir de fou. Mais après, moi, tu as vu, j'ai vraiment eu de chance, comme je le dis. Hein. Bon, je n'ai pas été le meilleur exemple dans ma carrière, mais à chaque fois, je dis à mes jeunes, moi, la chance que j'ai eue, c'est que chaque club où je suis passé, j'ai toujours été bien. Chaque entraîneur,
que j'ai côtoyé dans ma carrière, qu'il soit dur ou autre, je me suis toujours entendu avec les entraîneurs avec lesquels j'ai travaillé. Et c'est la chance que j'ai eue c'est pas tout le monde qui peut se targuer de dire que voilà, dans leur carrière, ils ont pu avoir ça. Mais moi, je me suis toujours bien entendu avec mes entraîneurs et je me suis toujours bien senti dans les clubs dans lesquels je suis passé. Ça, c'est dû à quoi, ça? Est-ce que c'est dû à ton caractère ou à ton style de jeu? Parce que toi, tu es quelqu'un qui tu te donnais à fond à chaque fois. Je me rappelle, sur le terrain, tu vois, t'envoyais tout ça. C'était dû à quoi? C'était plus au niveau du caractère ou c'était par rapport à ton style de jeu déjà, il faut beaucoup de caractère. C'est très bien pour devenir un joueur professionnel, il faut beaucoup de caractère. Il faut travailler dur, certes, mais il faut avoir du caractère. Et non, c'est dû à… Voilà, j'ai toujours été honnête entier, avec… ouais, t'es entier. Hein. Entier et honnête aussi. Entier et honnête avec mes entraîneurs. J'ai toujours assumé les conneries que je faisais avec eux. Donc voilà, ils appréciaient ma personne, ils appréciaient mon honnêteté envers eux, ils appréciaient mon engagement sur le terrain aussi parce que j'ai jamais triché. J'ai toujours donné le maximum à chaque fois que je rentrais sur un terrain et c'est ce qu'ils appréciaient chez moi. Et voilà, j'ai aussi cette chance parce que dans le foot aussi, il faut toujours une petite part de chance pour pouvoir évoluer plus haut et j'ai eu la chance de l'avoir. Et professeur, je sais que tu as un truc à dire là, je sens que ton cerveau il chauffe. Ouf. Je le vois ton Parce que lui, Quentin, c'est le professeur, tu vois. C'est lui le professeur. Lui, il est là, c'est carré. Nous, on est. Guy et moi, des fois, on parle dans tous les. Lui, c'est carré, c'est le professeur. Vas-y. non, parce que c'est un insight. Tu parles de chance. Oui et non. Parce que, tu vois, avant d'arriver à Metz et de tout cartonner pendant 6 mois, si je ne me trompe pas, et ensuite, tu signes à Strasbourg après ces 6 mois qui sont super bien passés à Metz. Tu fais monter Metz de Ligue 2 en Ligue 1. Et après, tu pars à Strasbourg, c'est ça. Mais tu étais en prêt de 3. Mais il faut une part de chance. Parce que moi, quand je signe à Metz, toi, je étais au centre, je crois, avec Karim, ça, non? C'est ça. Non, Karim, il était déjà avec nous. Il était jeune, mais il était déjà avec nous. Voilà, il était déjà avec nous. Moi, il y a Adibedji qui arrive. Je ne sais pas si tu te rappelles, Farouk. Qui arrive, il ne me connaît pas. C'est-à-dire qu'il arrive, on va direct en stage de mi-saison, on était à Clairefontaine, et sans me connaître rien, je me blesse. Premier match amical, je me blesse. Et il vient dans ma chambre, il me dit je ne compte pas sur toi, je ne te veux pas. Tu vois. Oh. Donc, voilà, je commence à… Bon, moi, je l'accepte. On ne se connaît pas, peut-être qu'il a regardé des vidéos, il n'aime pas mon style. Tu vois, il n'a même pas cherché à connaître la personne. Il m'a jugé direct d'entrée, il m'a dit je ne te veux pas. Et Karim était dans la chambre à ce moment-là. Et je dis OK, pas de souci. Donc bon, moi, je cherche une solution à ça et j'ai failli signer à Saint-Etienne. Je vais signer à Saint-Etienne. Tout était bouclé, tout était… voilà, j'avais plus qu'à aller là-bas. Et je crois, la veille du départ à Saint-Etienne, et j'étais blessé, il y a Jean Fernandez qui prend sa voiture et qui vient jusqu'à Troyes. Tu vois, qui vient jusqu'à Troyes et qui discute avec moi. Son discours m'a plu. Je prenais moins d'argent parce que malgré que c'était un prêt, me donnait plus d'argent que si j'allais à Metz. Mais moi, j'ai choisi. Tu vois, j'ai choisi d'aller à Metz parce que j'ai senti le truc avec Jean Fernandez, j'ai senti le truc, son discours. Et voilà, j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix d'aller là-bas. Mais j'ai eu la chance que Jean Fernandez prenne sa voiture pour venir jusqu'à Troyes. C'est ça. Mais tu as suivi un instinct et tu n'as pas suivi l'oseille, qui est déjà un truc dont on parle souvent. Mais ça, c'est même pas où je veux en venir. C'est là où moi, je signe à 3. Mes 6 premiers mois à 3, c'est tes 6 mois avant Metz. Et en fait, d'un point de vue des gens qui connaissent le football, tu pesais énormément. Comme tu as dit, tu trichais pas, tu pesais énormément. Ça se matérialisait juste pas par autant de buts qu'espéré. 6 mois après ton passage à Metz, en fait, concrètement, 6 mois après, tu étais devenu trop fort pour toi. C'est-à-dire que tu étais à Strasbourg et dans la foulée, tu as tout cassé. Maintenant, moi, ma question, c'est, ces 6 premiers mois à 3, tu le savais déjà que tu l'avais en toi? Ou c'est un truc qui s'est développé justement avec la confiance avec Jean Fernandez, de t'être senti tout de suite bien? Parce que concrètement, un club à 3, je ne veux pas refaire ton histoire à 3, mais moi, l'histoire que j'ai vue de Mama Niang à 3, tes 6 derniers mois à 3,
c'était un peu je t'aime moi non plus, t'es un cool chouchou et un cool ouais maladroit. Et en fait, 6 mois après, concrètement, tu es devenu meilleur que le club et à aucun autre moment, trois pouvaient espérer avoir un Mamad Niang dans ses rangs. T'as capté? Et donc c'est là où, en fait, tu passes d'un statut de voilà contesté, contestable, le coach qui dit qu'il veut plus de toi, à trop fort pour le club. Et c'est pas en 1 an et demi, c'est en 6 mois. Ouais, mais après, parce que moi, après, j'ai su toute la vérité. Et bon, après, je leur en veux pas, tu vois. Parce que je les ai revus, comme tu dis, la dernière fois au match. Et ça m'a fait énormément de plaisir de les revoir. Mais ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois, c'est comme tu l'as dit, au niveau du jeu, ça se passait très bien. Euh, je faisais mes matchs, mais je manquais d'efficacité. Je manquais d'efficacité. Donc, ça rejaillissait sur les résultats. Et bon, beaucoup de joueurs ont remis la faute sur moi. Donc, en disant, oui, si on est dans cette position-là au niveau du championnat, c'est parce que devant, ça ne marche pas, Mamad, il ne marche pas, il n'est pas efficace. Il nous faut un attaquant, il nous faut ci, il nous faut ça. Ils ont été voir le coach, ils ont été se plaindre vis-à-vis de ça. Donc, le coach a cherché une solution, a cherché un attaquant, il m'a mis à gauche. Et comme tu l'as dit, 6 mois où ça s'est très bien passé à Metz, mais le résultat était que maintenant, je ne pouvais plus revenir à 3 parce que voilà, je visais plus haut. Je visais plus haut et ils ne pouvaient pas me garder. Ils pouvaient pas me garder et je ne voulais plus revenir. Donc voilà, le transfert, il a été très simple à Strasbourg, mais pas si simple que ça parce que quand je pars de Metz, déjà Metz voulait me garder. Metz voulait me garder, mais ne pouvait pas me payer un transfert. Et ensuite, j'avais d'autres clubs comme Sochaux. Quand je dis Sochaux, c'était la grande époque de Sochaux avec Santos, Fro, Pagis, Zairi, etc. Européens, tout ça, là, qui ont gagné la Coupe de la Ligue. Voilà exactement quand il gagne la Coupe de la Ligue. Tout ça, là. Voilà, exactement. Tu avais Monaco qui est venu aussi et tu as Strasbourg. Et je crois que tu avais Everton, je crois, dans West Ham, pardon. West Ham en Angleterre. Et tu as Strasbourg dans les 4 clubs. Moi, je choisis Strasbourg. Je choisis Strasbourg. Pourquoi? Parce que c'est là que j'ai senti que je pouvais plus m'amuser et jouer. Parce que si c'est pour aller à Sochaux et cirer le banc, ça ne m'intéressait pas. Si c'est pour aller à Monaco, ils avaient une grosse équipe. Ils avaient Julie, ils avaient Perso, ils avaient une grosse équipe. Donc aussi, aller à Monaco et cirer le banc, je ne te dis pas que je n'aurais pas gagné ma place. Bien sûr, je me serais battu pour gagner ma place. Mais moi, je voulais jouer d'entrée. Tu vois, je voulais rester dans la continuité de Metz, c'est-à-dire jouer, avoir de la visibilité, pouvoir enchaîner des matchs au haut niveau, pour me montrer un peu plus, tu vois. Je n'ai pas privilégié le statut du club ou l'argent. J'ai préféré aller à Strasbourg parce que je savais que j'allais jouer là-bas. Tu vois, et je savais que j'allais prendre du plaisir. Quand tu regardes, quand tu es là, maintenant, moi, je vois la personne. Moi, je suis dans le mental. Je vois la personne, je vois tes qualités. Tes qualités en tant que joueur, ton abnégation, tu es là, tu lâches rien, tout. Les clubs que tu choisis, au final, après, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est au niveau, on veut dire que Mamad aussi, il est au niveau des ressentis, des sentiments, dans le sens où Jeannot, il vient, quand même, Jeannot, il vient. C'est un peu comme un daron, il vient, tu vois, tu peux pas lui… Ah oui, bah c'est ce que je veux dire, exactement ça. Ouais. C'est le daron, il se déplace pour venir te voir, donc Mamad, l'homme, lui-même, tu vois, qui a grandi, après, je veux qu'on parle aussi de ta formation, parce qu'au final, moi, comme je disais à chaque fois, ce que j'aime dans Mamad, là, ce que je vois à Metz, c'est que c'était street. Quand je dis street, c'est que, gros, ça sent, tu vois, il y a… Non. Et c'est pour ça qu'avec Adé, avec Manu, quand c'était les deux, c'était un duo de ouf, parce que ça sortait de loin. Ouais. Et tu Jusqu'à vois, aujourd'hui, crois-moi, c'est un duo encore de ouf. mais je sais, mais je sais, mais c'est terrible, tu vois. Mais pour la petite histoire, moi, je marchais à côté d'eux, comme Manu, j'étais son petit, j'étais devenu petit. Et c'était trop bien. Après, ils me payaient des trucs et tout. Franchement, ils avaient la main légère. En plus, les grands, là, c'était bien. Ils avaient un peu d'argent. Crois-moi qu'on souffrait à l'époque parce que Metz, c'est pas là où j'ai fait plus d'argent. Hein, vraiment. Dire, hein. Merci. Non, Metz, c'était dur, mais c'est un super club. Tu avais un putain de président qui était Carlo Molinari. Ouais, c'était extraordinaire avec nous. Il faisait avec les moyens qu'il avait, mais on comprenait tous. On comprenait tous parce que tout ce qu'il faisait, il le faisait pour le club, il le faisait pour ses joueurs. Tu vois, aujourd'hui, si Manu est arrivé là où il est arrivé,
C'est grâce à C'est Carlo. en grande partie grâce à Carlo Molinari. On est d'accord. Tu sais, Carlo Molinari, Oui. pour revenir, genre, non, pour finir, après je reviens sur Carlo, et je me dis que ta manière d'être aujourd'hui, ça va bien avec un club comme Strasbourg parce qu'il y a de la ferveur. Ça va bien avec un club comme Metz qui est un peu, on va dire, famille ouvrier, tu vois, et ça va à la dure. Carlo, c'est quelqu'un de vrai. 3, pareil. Et après, pour parler après de Marseille, tu vois. Donc, je me dis, est-ce que toi, Même si après on avance, on Fenerbahçe aussi. Hein. Ah, Pourquoi la Turquie hein. ah, mais tu vois ce que je veux dire? Ah. Les clubs que tu as fait, on en parle souvent dans BMC. Ricky, par exemple, il dit toujours, lui, ce qu'il a drivé, c'est la passion. Vraiment, c'est le jeu du foot. mais Ricky. c'est ce qui devrait driver tous les joueurs. La passion du football, c'est le plus important. Moi, c'est ce que je me tue à dire aux gamins. Quand tu es gamin, tu joues parce que tu aimes le foot. Tu aimes le foot. Quand tu sors de l'école, tu poses ton sac pour aller jouer avec tes potes, c'est parce que tu aimes ça. Tu vois, aujourd'hui, tous les jeunes que tu vois ou avec qui je parle, même avec les parents, surtout les parents, tu vois, c'est le moteur premier, j'ai l'impression, c'est le contrat, c'est l'argent, c'est ci, c'est ça. Et moi, j'ai jamais connu ça, franchement, sincèrement. Bon, je suis content que Ricky, c'est ça qui l'a fait avancer, parce que moi aussi, c'était pareil. Moi, c'était le foot. Moi, fallait pas me dire, non, tu me donnais 10 euros, j'allais jouer. J'en avais rien à foutre. Tout ce que je voulais, c'était jouer. Tu vois. Et j'ai l'impression qu'on a un peu perdu ça. On a un peu perdu cette valeur chez les jeunes joueurs de maintenant, et je trouve ça dommage. Mais tu sais, tu parlais de Carlo. Pour finir sur Carlo, quand moi, je pars en essai, parce que je pars en essai à Newcastle, je suis sous contrat. Parce que pour donner le crédit à Monsieur Molinari, je suis sous contrat encore. Et il me parle avec Razurel qui ne voulait pas donner l'argent. Tu vois. Oui, c'est un crevard. C'est un crevard de ouf. Razul, c'était grave. Et Carlo, je suis sous contrat, mais il m'appelle et il me dit, écoute, tu es encore sous contrat. Il m'a dit, tu veux vraiment y aller? J'ai dit, Prési, j'ai une opportunité d'aller faire un essai. J'étais super confiant. Newcastle, etc. Et il m'a dit, écoute, vas-y, t'inquiète pas. Pars. Sous contrat, tu pars. On va faire un papier qui dit que c'est couvert. Tu pars, va tenter ta chance. Je ne peux pas t'empêcher, même si tu es sous contrat. Il m'a dit, tu es un de mes enfants. Et je te jure qu'à vie, je ne pourrai jamais l'oublier. Après, quand j'ai signé, je suis revenu à Metz. Il était tellement content. J'ai dit, non, lui là, c'est non, c'est un président de fou. Mais non, mais c'est exactement ça. Voilà, sur Carlo Molinari, il y a énormément d'anecdotes par rapport à lui. Et je dis, même une fois, Manu était en galère de fou, était en galère d'argent de fou. Et à chaque fois, pratiquement tous les mois, à chaque fois, il faisait une avance, Carlo Molinari, pour que Manu soit bien dans sa tête. Parce que tu connais Manu. À l'époque, il était tellement famille, ça fait déjà. Non, Manu, c'était trop. Le Manu de Metz, c'était pas le Manu après de Arsenal, de Monaco. Parce qu'à l'époque, quand il gagnait son argent, Manu, il envoyait énormément d'argent au Togo. Tout, presque. Il envoyait pratiquement tout. C'est-à-dire qu'il vivait pratiquement à découvert à Metz. Tu vois, c'est pour ça qu'on était tout le temps ensemble, moi, Gassa, Manu, on était tout le temps ensemble, on faisait des déjeuners ensemble, des repas ensemble. On était tous les trois, on était inséparables. Et je le voyais de mes propres yeux. C'est-à-dire, des fois, quand il le dit dans ses interviews, les gens ont l'impression qu'il ment. Mais il ne ment pas, parce que c'est la stricte vérité. Il envoyait énormément d'argent au Togo et se retrouvait souvent en galère. Et à chaque fois, c'est Molinari qui le sauvait, parce qu'à chaque fois, il lui faisait une avance. Je ne sais même pas s'il lui a remboursé, Manu. Non, et tu sais que, et pour vraiment, parce que moi, Manu, c'était mon grand, mais c'était grave. J'allais chez lui, il savait, il me disait, Seb, on va manger des pâtes à deux. J'ai dit, non, il n'y a rien, fais-moi mes pâtes, tu vois, parce non, mais c'était ça. Il n'avait plus rien. C'est la vérité. Charité, tout ça, bref, on connaît, tu vois. C'était, franchement, ouais, de ouf. Maintenant. Mais il n'y a que dans des clubs comme ça que tu peux voir ça. Tu vois, par exemple, à Marseille ou machin, tu n'auras jamais vu ça. Tu vois, il n'y a que des clubs comme Metz, Strasbourg. Parce qu'à Strasbourg aussi, ça arrivait avec Arthur Boca. Je ne sais pas si tu te rappelles de lui, Ricky. Arthur, c'était un vrai bordel quand il était à Strasbourg. Et aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu Marc Keller, ça aurait été très, très, très compliqué pour Arthur. Hein. Je peux te dire. Moi, des fois, Marc, il me convoquait pour que je lui file un coup de main. Parce que Arthur, il était en freestyle quand il était à Strasbourg. Chez lui, c'était… la maison du bonheur. La maison du bonheur. Et voilà, tu vois. Il était vraiment en galère. Mais
Vraiment, Marc, il a fermé les yeux sur énormément de choses. Il a aidé sur beaucoup, beaucoup de choses. Il m'a envoyé lui parler énormément de fois pour essayer de faire changer les choses. Un Bon, super joueur après, il a aussi. eu. Mais c'est ça qui est dommage, tu vois, parce que c'était un joueur qui avait énormément de qualité. Petit latéral Mais, comme ça. Ah là mais là. c'est. Ouais, mais franchement, je te jure, en sept, c'était dur avec Arthur. Non, c'était dur de passer. Non, c'est dur sur l'homme. Petit, puissant de gravité, ça, il était chaud. Il était grave chaud. Ouais, mais même au niveau de la vie, tu vois, au niveau de la vie, Ah avec oui. Arthur, c'était très, très dur. Hein. C'était très. Moi, c'est le seul, je te dis la vérité, alors que moi, déjà, je suis un fou. Moi, Ricky, il a connu mes histoires à Strasbourg, il sait que je suis un fou. Donc, si le président, il t'appelle pour te dire, Mamad, s'il te plaît, va parler à Arthur, c'est qu'il y a un problème. Il n'a pas appelé Bassila, il n'a pas appelé, tu vois, Kanté. il n'a pas appelé Jean-Christophe Deveau, il n'a pas appelé Kanté, il a appelé Mamad. Il m'a dit, Trouver son mec. voilà, non, va chez Arthur, là, les gens, ils m'appellent, le voisin, il m'appelle, c'est un problème. Je prenais ma voiture direct, j'allais chez Arthur. Mais c'était compliqué, alors que c'est un mec qui pouvait avoir une carrière de fou. Je rebondis sur ce que tu dis, tu vois là, quand t'entend l'environnement dans ta carrière, ça a été trop important. Et d'un autre côté, il y a ce côté où tu partages. Tu vois, franchement, tu es un philanthrope du foot. Et pourquoi je dis ça? Parce que là, je t'entends parler de. Tu t'occupais d'Adebayor, tu t'occupais de Boca, tu t'occupais de Seb quand il traînait avec vous, tu t'occupais de tout le monde. Moi, on a trop d'amis en commun. Non, mais on a tellement d'amis en commun à Troyes. Si je me trompe, j'ai joué avec deux de tes cousins qui sont venus au centre de formation de Troyes parce qu'ils avaient le niveau Ouais, Poli. de deux, Poli et Vache, Ouais. tu sais, à des époques différentes. Si je me trompe pas, t'as un ou deux frères qui sont restés sur Strasbourg tellement ils ont kiffé la ville pendant un moment. Ça. En fait, à quel Et moment, ils sont toujours. voilà, à quel moment le partage, ça a été ta valeur principale et comment ça t'a drivé? Moi, j'ai envie de dire, ta réussite, tu la dois à tes qualités, mais tu as tellement donné, à un moment donné, tu as reçu en retour. Tiens, c'est quoi l'importance de faire profiter, voilà, de faire profiter ton environnement et dans des valeurs nobles? Là, c'est pas, les mecs qui sont restés à Troyes, ils sont restés à Strasbourg. En fait, tu as fait profiter de tes aventures et au final, tu les as développées dans leur vie aussi. C'est un truc que tu as toujours eu, de transmettre, de partager, de t'occuper de tes gars. Ouais, après, c'est naturel. C'est naturel. C'est pas quelque chose qui s'apprend en truc. Moi, je viens d'un quartier, tu vois, je viens d'un quartier où ça a été compliqué. Moi, on m'a jamais fait de cadeau. Il y a quelques personnes qui m'ont tendu la main. Et aujourd'hui, je les remercie parce que sans eux, j'aurais peut-être pas même signé pro parce que voilà, c'est des grands du quartier qui étaient là. Parce que je te raconte vite fait une histoire. Hein. Quand je vais pour voir Carlos à Troyes, j'avais pas un sou, tu vois. J'avais pas un sou. Si Carlos il m'appelle pour venir à Troyes, je savais pas comment y aller. Voilà, quand j'en parle à un grand de mon quartier qui s'occupait un peu de moi, c'était un grand du quartier, mais n'était pas carré, tu vois, il était plus dans les études. D'ailleurs, il a fini avocat, tu vois, c'est un mec qui était sérieux, tu vois, et qui faisait tout pour que je tombe pas dans la délinquance, pour que je n'aille pas faire des conneries avec les poteaux. Il était tout le temps là à me prodiguer des bons conseils. Et le jour où je parle de l'appel de Carlos Lopez, et je lui dis, par contre, j'ai un problème, je ne sais pas comment y aller, tu vois. Il m'a pris par la main, il a payé les billets de train, il m'a emmené jusqu'à Troyes, il m'a posé devant Carlos. Et après, il m'a ramené chez mes parents, il m'a aidé, tu vois, il m'a tendu la main. Donc voilà, pour moi, c'était naturel aussi de faire un retour pour des gamins qui essayaient de sortir un peu du quartier, de la mer, tout ça. Comme Poli, tu l'as cité, Poli, il sortait du centre de formation du Havre où ça n'avait pas marché. Donc voilà, j'ai tout fait pour le faire venir à Troyes, pour lui faire des essais. Il a été accepté de par ses qualités. Et voilà, aujourd'hui, on est très, très, très proches, moi et lui. Et voilà, non, je pense que voilà, il faut savoir aussi redonner ce que la vie nous a donné aussi, tu vois. Donc, une personne te tend la main et toi, ça t'a tellement aidé, ça t'a tellement marqué que tu l'as multiplié. Ouais, inconsciemment, parce que bon, après, c'est pas tout le monde qui te le rend aussi. Beaucoup d'ingratitude chez l'être humain, tu le sais très bien. Mais voilà, moi, comme ma mère m'a toujours appris et m'a toujours dit, est-ce que tu l'as fait avec le cœur? Je dis, bah ouais, elle m'a dit, bah, c'est tout ce que je te demande, c'est tout. Après, Dieu te le rendra. Mais quand tu parles, frère, moi, après, on s'est vu même à la CAN dernièrement, il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup de passion. Maintenant, quand je dis passion, quand tu entends ça, là, ça te dit quoi? Ça m'énerve. Hein. Ça
m'énerve. Ah, ça C'est la m'énerve. maison, c'est le jardin, ça. Oh là là, ça m'énerve. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Oh la vache. Oh là, C'est le mais jardin, ça. Bon, Ah, ça, faut dire ce qui est, Seb, c'est la meilleure entrée de stade en France. Hein. et Ah, c'est mais pas des fous. il Mais peut bien te sûr. dire ce qu'il veut, il peut être On va supporter pas du se PSG mentir, on va pas se mentir. Mais autant non, qu'il veut. on est des connaisseurs de football. Avant d'être supporter parisien ou ce que tu veux, gros, on connaît le football. Faut dire ce qu'il on est honnête. On est honnête. Non, mais de toute façon, aujourd'hui en France, il n'y a pas meilleure ambiance. Tu peux me dire ce que tu veux, il n'y a pas meilleure ambiance. Ça y est, il veut commencer à faire chier les gens. On n'est Non, pas. mais c'est la vérité. À part Lens, je ne vois pas où il y a une meilleure ambiance en France. Non, après, Là, c'est pas mal aussi. Hein. non, c'est pas Non, mal. alors c'est pas mal. C'est Et pas la mal. semaine dernière, là, contre Strasbourg, justement, c'était pas mal. Mais après, ouais, Marseille, Oui. Non, le Non, Vélodrome. le Vel, là, je pense, là, en Champions League ou même en Europa League, là, les gros matchs à Calif, là, non, c'était lourd. le Vélodrome, c'est quelque chose. Moi, j'ai joué à Lens, j'ai joué à Saint-Etienne. J'ai joué dans les stades où il y avait plus d'ambiance en France, mais Mais la je n'ai pas connu mieux qu'au Vélodrome. Est-ce que Et Cadiz-Cueil, alors, Cadiz-Cueil. Euh, Lourd franchement, aussi. la meilleure ambiance que j'ai connue, moi, c'est à Besiktas. Mais mon Ouais, club, c'est Fenerbahçe. franchement, moi aussi. Hein. Ah ouais, c'était lourd à Beşiktaş. Franchement, Tu vois. en Turquie, c'est lourd. Besiktas, l'ambiance, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Même Fenerbahçe, c'est top, tu vois, mais Besiktas, laisse tomber. Hein. Laisse tomber. Marseille, au final, quand tu quittes, quand tu arrives à Marseille, et j'ai joué contre. Je me racontais une histoire. Mais en fait, c'est par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Tu étais dans le conseil des jeunes, tu vois. Et je me rappelle, on a parlé, même quand tu es à l'aéroport, quand on est arrivé à la Cannes et tout, tu me parlais de ton fils, des petits qui sont là-bas. Des fois, tu dois te prendre la tête sur comment ils sont. On est arrivé, on joue Metz-Marseille. Tu étais déjà, oh, putain. T'étais déjà à Marseille. Pas t'étais à Marseille. Il y a un arrêt de jeu. Je vais taire le nom de la personne avec qui tu t'es embrouillé, parce que ça ne sert à rien de l'afficher. Un joueur de Metz? Ouais, attends, je vais te raconter. Tu vas te souvenir. Et tu étais là, et c'était un jeune, tu vois. Et le Vélodrome, c'était chaud, on perdait. Il y avait Franck qui était là, tout, je me rappelle. Et Franck, il jouait. Moi, j'étais passé à gauche, et Franck, il venait vers moi. Des fois, il faisait vous. Il arrivait, il faisait vous pour essayer de me dribbler. Mais à un moment donné, il y a un arrêt de jeu. Et tu t'embrouilles avec un joueur de Metz, et je sais pas, enfin, tu t'embrouilles même pas. Je me rappelle même plus. Non, mais je te dis, il t'a un peu, tu vois, dans les filles, nanana. Et là, tu me regardes comme ça, tu me dis, mais Bass, mais il veut quoi, lui? Tu vois, tu me dis, il veut quoi? Et il t'insulte. Et t'es même pas rentré dans les insultes avec lui. Il était là, il voulait t'insulter. C'était un arrêt de jeu. Et moi, je rigole parce que je lui dis, vas-y, je lui dis, arrête et tout. Il est là, je sais pas, il était excité, tu lui faisais je sais pas trop quoi. Et là, c'est ce que tu as fait. Et là, il s'est tourné. Il s'est tourné, il t'a dit, mais tu parles, t'as même pas ton nom sur le maillot, frère. 34. C'est bon, je vois c'est qui. Je ne vois même pas c'est qui. Et tu l'as dit. Et là, j'étais mort. Tu me dis, mais Bass, il parle, il a même pas son nom sur le maillot. Et pourquoi il parle? Et tout. Mais franchement, je ne me rappelle même pas c'est qui. Dis-moi, c'est qui. Quand on était jeune, ça doit être un mec de génération. Un mec de ma génération, tu vois. Mais à Gamère aussi. Je sais pas. Ah, je vois même pas c'est qui. Et tu vois, et ça m'a fait, et je te jure, hein, de ma vie, à chaque fois. Les jeunes, après, tu peux dire le blaze, c'est pas méchant, c'est pas un truc. Non, c'est pas méchant. Non, toi, regarde, je me rappelle même plus. Non, je me rappelle même plus. Après, ça m'a même pas marqué. Il a dit, mais. Et c'était là, parce qu'en fait, ça m'a rappelé, parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, dans le foot, tu vois, ils sont là, tu dois en voir beaucoup avec les jeunes, on côtoie tous des jeunes. Ils bavardent, tu vois. On aime bien. C'est ça qui me rend fou, moi. Ils bavardent. C'est ça qui me rend fou. Moi, c'est ça qui me tue, tu vois. C'est qu'à un moment donné, moi, j'ai grandi dans un football où il y avait beaucoup de respect. Tu vois. Déjà, les anciens nous éduquaient. Tu vois, c'est pas méchant ce qu'ils nous faisaient. Hein. Les gens, ils peuvent prendre ça pour la hagra ou autre, mais tu vois, mais on avait besoin de ça. Laver les ballons, laver les crampons, ramasser les ballons, le matériel, tout ça. Mais ça t'inculque le respect des anciens. Parce que dire, même si un ancien, moi je le voyais, par exemple, j'arrivais sur un entraînement, dans ma tête, je me disais, mais lui, il est nul. Mais genre, ça ne me serait jamais venu à l'idée d'aller le voir et dire, t'es nul. Je sais pas, ou le chambrer ou de trucs. Non, parce que voilà, tu as plus de carrière que moi, tu as plus d'années de carrière pro que moi.
je te dois le respect. Je te dois le respect parce que tu es un grand, tu es mon grand frère. Et moi, j'ai été éduqué comme ça. Et après, nous, quand on est passé, la génération d'en dessous, j'avais l'impression qu'ils voulaient déjà sauter une étape. Tu vois, c'était impoli, c'était même à l'OM. À l'OM, ce qui était bien, c'est que Deschamps, lui, l'avait maintenu ça. Tu vois. Deschamps, c'est-à-dire que quand il est arrivé, les jeunes, il fallait qu'ils ramassent le matériel. Il avait les crampons des plus anciens. Il avait les ballons. Nous, à Stras, c'était comme ça aussi. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens. Mais c'est ça qui était bien. Nous, on gonflait les ballons, je me rappelle. Mais c'est ça qui est bien. Ok, nous faisait la misère, tout ça. Mais en Angleterre, c'était comme ça aussi. En Angleterre, tu as ton joueur attitré. En fait, quand tu es jeune, tu as ton joueur. Au début de l'année, le joueur, ils viennent, ils amènent les jeunes dans le vestiaire, les pros. Ils disent, toi et toi, aujourd'hui, en gros, toi, vous êtes mes deux joueurs qui avaient mes ballons. Enfin, mes ballons, si j'ai un ballon. Les crampons, tout ça. À l'année. Et après, à la fin, ils les mettent bien, tu vois. Mais ça devient leur petit, tu vois, ça devient leur petit. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Tu sais que nous, moi, je suis arrivé à Marseille au début. Les jeunes, ils ne faisaient rien. Alors que moi, j'ai toujours connu ça. Jusqu'à Strasbourg. À Strasbourg, il a dit Ricky. Tu vois, les jeunes, ils étaient comme ça. Et moi, quand je suis arrivé à Marseille, j'ai l'impression que les jeunes, ils étaient plus hauts que les pros, que les plus anciens. Capté. Et quand Deschamps est arrivé, il a remis tout ça en place. Il a dit, venez, demande à Jordan, il s'en rappelle encore. Jordan Ayou. Il venait, petit, il a mes crampons, même si je sortais, je faisais exprès de les salir. Je disais, là, maman. C'est comme ça. Mais ça l'éduquait. Mais après, lui, il le faisait, mais il le faisait même avec le sourire. Et comme tu l'as dit, à la fin, on les mettait bien. Tu vois, à la fin, on était bien, mais c'était une bonne expérience. Et moi, j'étais content qu'ils puissent vivre cette expérience parce que moi, je l'avais vécu et ça m'a servi par la suite. Bien sûr. C'est que là où je l'ai plus vécu ça, en club, en Angleterre, non, je suis arrivé, moi, j'étais déjà à un certain niveau, mais en sélection, tu parles d'anciens. Oh, moi, je suis arrivé en sélection, j'étais dans le bus, on allait au match, je jouais. Moi, Nicolas Nkoulou, Aurélien Chedjou, on était debout dans le bus. On ne s'asseyait même pas. C'est normal. Tu vois ce que non, mais pour moi, c'était normal. Ça veut dire que oui. Ma première sélection, je la fais avec un invité qui va venir, je l'annonce, Jérémy Njitap. On va l'inviter. Jérémy, je suis arrivé dans la chambre, c'est-à-dire que j'étais tellement respectueux. Il m'a dit, comme on était ensemble à Newcastle, il m'a dit, on va dormir ensemble. Mais il arrive dans la chambre, il y a Samuel qui arrive, il y a Rigo qui arrive, il y a Carlos Kameni qui commence à jouer aux cartes. Frère, quand je te dis, je suis resté couché, comme ça, je n'ai même pas bougé la tête. Tu ne veux même pas respirer. Tu ne veux même pas respirer. Tu ne respires pas. Tu ne respires pas. Dans le bus, on faisait des cafés tout le long du trajet. Si on partait, c'était 45 minutes de trajet. On était debout, on servait des bouteilles d'eau. Et comme on était jeunes, on allait arriver, on allait courir. Mais Rigo, un jour, et Samuel, ils m'ont dit, écoute, même Jérémy m'a dit, on te forme, on vous forme parce que demain, il faut perpétuer ça. C'est la vérité. C'est l'identité, tu vois, c'est l'ADN de qui on est. C'est une éducation. C'est une éducation. Respect, ouais. Tu vois. Oui, c'est le respect, mais il a tout à fait raison. Et ça ne veut pas dire que toi, tu es moins fort que lui ou machin, ça s'appelle le respect. Tu vois, moi, quand je suis arrivé à 3, j'étais dans la même. Moi, quand je suis arrivé en pro, ils m'ont mis direct, ils m'ont mis dans la chambre de Sladan Djukic. Sladan, il ne parlait pas. En plus, c'était le plus ancien avec défenseur à la canne. Il faisait peur. Maman, si je peux te rassurer, il a encore le même accent maintenant. Si vous, pas content. C'est mon frère, c'est devenu mon frère. Après, Sladan, il m'aimait trop après, mais au tout début, les premiers matchs, même en stage, j'étais dans sa chambre. Je regardais les chaînes que lui regardait. Tu vois ce que je veux dire? Je pouvais changer que quand il sortait de la chambre. Mais dès qu'il revenait, je posais la télécommande dans son lit et je me retournais. Ça, je veux dire. Mais ça s'appelle le respect, c'est l'ancien. Moi, j'arrive, le lit, il est grand, je vais prendre le lit d'appoint, il n'y a pas de souci. On prend le petit lit d'appoint, il n'y a pas de problème. Même si tu veux, je dors sur le canapé, il n'y a pas de souci. Frère, t'arrives, je sais pas, à Marseille, t'arrives, les jeunes, ils disent, non, viens, on fait chichoui pour voir qui prend le grand lit. Je dis, t'as pété les plombs, quoi, tu vois. Je me dis, mais frère, quel chichoui, qu'est-ce que tu me racontes? Allez, va t'asseoir là-bas. T'es con, quoi, toi. Mais toi, juste le fait de le dire, même s'il le faisait après, mais juste le fait que tu y aies pensé, c'est-à-dire que, frérot, on revient aux bases. Il y a un problème déjà, tu vois. C'est ça qui me dérangeait après. Ça peut voyager quand même. Là, mais aussi après de remettre dans le contexte aussi la génération et l'époque dans laquelle on vit, parce que tu vois, après c'est compliqué. Là, on est dans une époque où tout va sans à l'heure. Non, il faut s'adapter. Les jeunes faut s'adapter. Après, les jeunes sont super valorisés. C'est pas comme à l'époque où il nous fallait qu'on montre. Non, il faut s'adapter et tu as raison.
avant de. Non, mais il faut. Maintenant, les jeunes. Faut pas leur jeter la pierre. Tu as tout à fait raison, Ricky. Il ne faut pas leur jeter la pierre parce qu'il faut s'adapter aussi. On s'adapte à un nouveau style de football, on s'adapte à une nouvelle génération aussi. Et voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'est une période qui me manque, moi. Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais, Jean Fernandez, tu connais très bien Jeannot. Ah, lui, c'était un fou. Ah là là. Jean. Franchement. Un taureau, c'était un match. Un taureau, c'était un match. Le premier match où il m'appelle, il me dit, je sais pas, c'est rendez-vous à 13h, mais toi, tu viens à midi déjà. Il m'a dit, tu viens à midi. Ouais. Je suis arrivé le premier dans le bus. Il attendait de voir ce que j'allais faire. Je suis resté debout comme ça à l'entrée vers le chauffeur pour voir où tout le monde allait s'asseoir. Il m'a dit, toi, tu t'assieds à côté de moi devant. Tu ne regardes même pas un siège derrière, tu t'assieds devant, tu regardes tout droit. Mais parce que lui, il est tout dans l'observation. Il te regarde. Il te regarde comme ça. Mais après, des fois, il ne te le dit pas. Hein. Non. Mais il dit, regarde-moi ce petit, regarde. C'est petit. Il aimait trop dire ça. Il te dirait, hein, mais il t'observe de fou. Et c'est ça qu'il fallait faire attention. Lui, il ne s'entendait pas avec Samir. Lui, quand il arrive à Marseille, à l'OM, il ne s'entendait pas avec Samir Nasri. Du tout. Ah bah non, parce que c'est deux caractères vraiment différents, là. Mais c'est deux époques. Deux époques, ouais, c'est ça. Ouais, c'est deux époques différentes. Et en plus, Samir, il avait un statut quand Jean Fernandez il est arrivé. Champion d'Europe. Il arrive, il avait déjà joué avec le Pro l'année d'avant. Il a fait plusieurs matchs titulaires. Jean Fernandez, il arrive. Mais Samir, ça reste toujours un jeune. Il avait 17 ans, même pas 18 ans, Samir. Tu vois? Et Samir, il était bien en place quand même déjà à l'OM. Et ça lui a pas plu, Jean Fernandez. Pour Jean Fernandez, un jeune doit rester à sa place. Tu vois? Et c'est pour ça que ça ne collait pas trop à cette époque avec Samir. Franchement, non, mais il faut comprendre. Mais aujourd'hui, avec les jeunes, pour toi, si tu devais dire à un jeune aujourd'hui ta plus grande qualité dans le football. Parce que tu vois, nous, on est sortis d'un cursus. Nous trois, ce qui nous unit, nous, c'est Clairefontaine. l'INF Clairefontaine, tu vois, on est passé. On a été baigné dedans depuis nos 13 ans. À 13 ans, Mamad, il était où? Comment il a appris à jouer? Non, à 13 ans, j'étais au Havre, moi. Oui, tu étais au Havre. Et après, en fait, comment toi, si tu dois dire à un jeune aujourd'hui, ouais, comment tu décrirais le football? Le football, c'est quoi? Pour nous, le football, Ricky, c'est quoi la phrase de Kossis? Sur la tactique? Oui, c'est quoi la phrase de M. Francisco? La phrase, c'était la technique n'est que l'émanation. Non, la tactique. Voilà, tu vois, tu me mets. Mais c'est. La technique, c'est l'émanation de la tactique. Ça veut dire que, en fait, la technique, c'est la base de tout, en fait. Avec la technique, tu peux tout faire. Tu peux résoudre des problèmes tactiques. Tu peux t'en sortir. Et en fait, la technique, c'est la base de tout, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il a insisté sur le fait, le rapport avec le ballon, c'est super important. Et c'est ce qu'on a fait depuis nos 13 ans, depuis Clairefontaine. Mais pour toi, Mamad, c'est quoi le plus important dans le ballon? Ah, moi, c'est le mental. Moi, très sincèrement, c'est le mental. Après, bien sûr, la technique, c'est la base de tout. Mais aujourd'hui, moi, je te donne un exemple, par exemple, avec mon fils qui a 8-9 ans. Tu vois, il regarde beaucoup YouTube. Tu vois, il regarde les actions des joueurs, les gestes techniques, les petits tutos, tout ça, machin, tu vois. Et des fois, quand je vais jouer avec lui, j'essaie de lui apprendre la base de la technique. Pour toi, c'est quoi? Le contrôle et la passe. Mm-hmm. Mais lui, il veut te faire déjà des coups de foulard, il veut te faire des trucs. J'ai dit non. Déjà, avant de savoir faire ça, déjà, apprends à bien contrôler un ballon et de faire une bonne passe. Une fois que tu auras maîtrisé ça, là, tu pourras tenter d'autres gestes. Mais aujourd'hui, les jeunes de maintenant, ils ont l'impression que le foot, c'est autre chose. Tu vois, c'est autre chose. C'est les jonglages, c'est les gestes techniques, c'est les petits ponts, tout ça. Alors que moi, j'ai toujours aimé le foot en mouvement. J'ai toujours aimé la maîtrise du ballon. Tu vois, il y a un échauffement que j'aimais beaucoup chez Jean Fernandez. C'était, je ne sais pas si tu te rappelles, le contrôle pass moving. Tu te rappelles? Ouais, oui, on en a bouffé. Hein. Il aimait trop ça, faire. Toi. Mais on a bouffé, mais c'est réel. Ça t'apporte quelque chose, contrôle pass moving, c'est-à-dire le fait de toujours rester en mouvement, de même malgré la fatigue, de pouvoir faire un bon contrôle et de faire une bonne passe pour mettre ton partenaire dans les meilleures conditions pour pouvoir réceptionner le ballon. Pour moi, ça, c'est la base du football. Tu vois? Exactement.
le professeur, je vois, quand tu touches ta barbe de druide, là, comme ça, là, vas-y. Non, mais en fait, moi, tu vois, quand j'entends Mamad parler, en fait, on prend un coup de jeune. Pourquoi? Parce que c'est les grands qui nous ont vaccinés. Tu comprends? Peu importe comment c'est dit pareil. À savoir, tu vois, nous, pourquoi on fait ce podcast, en fait? C'est pour transmettre. C'est en fait pour partager ce qu'on a vécu et pour un petit peu éclairer, tu vois, les gens qui vont nous écouter. Et tu vois, tu entends parler Mamad au travers de toutes ces expériences. C'est quoi les mots qui reviennent? Ouais, j'ai explosé. Pourquoi? Parce que j'étais dans un bon environnement. J'ai bien senti ce coach. Qu'est-ce qui m'a toujours drivé? La passion. J'aimais trop ça. Moi, tu me donnes 10 euros, je vais jouer au foot. Et à la fin, et là, c'est le sujet comment te dire, qui nous réunit encore plus que clair, c'est le respect. Quand tu parles de respect, en fait, on entend vos punchlines. Tu sais, les anciens, c'était trop fort en vrai. Tu vois, tu sais, les anciens, vous aviez ces punchlines, des trucs. Mais toi, je t'achète, je te mets dans mon jardin si je veux avec ton contrat à la charte. Tu faisais des trucs de ouf comme ça. Mamad, il a dit aux joueurs là, mais qu'est-ce que tu veux? T'es un smicard du football, tu parles de quoi toi? T'as vu, c'est jamais loin, tu vois. Et ils étaient remplis de punchlines. Des vrais punchlines. En vrai de vrai, nous, on est là parce qu'on est au carrefour de ces générations. Tu vois, tu parlais de ramasser le matériel. Moi, j'y pensais, les petits 18 ans dans mon club. Oh, il y a 3 mecs pour les équipements. C'est-à-dire que les ballons, on a 2 terrains, on a une plaine immense. Il y a des ballons partout. À aucun moment, les mecs, ils savent que normalement, en fait, tu dois ramasser les ballons. Eux, ils ont des gens pour qui c'est l'emploi. Tu sais, tellement le foot, en fait, ça passe dans une sphère de. Il faut que les joueurs soient dans les meilleures conditions et tout. Et c'est pour ça qu'on est là, les frères, en vérité, tu vois. Et c'est pour ça que, Mamad, merci d'être là. Et merci de partager ce que tu partages avec ton franc-parler parce que, en gros, tu viens valider ce qu'on essaie de transmettre. On n'est pas en train de te dire, ouais, ce comportement-là va t'amener là. On est en train de dire, nous, on a grandi en entendant ça. Et pourquoi on en est arrivé où on en est maintenant? Parce qu'en fait, c'est rentré d'une oreille, c'est jamais tellement ressorti. Après, on le transmet à notre manière. Comme tu as dit, Ricky, il faut savoir s'adapter. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne vas pas envoyer des petits aller chercher les ballons quand il y a un mec dont c'est le métier maintenant. Non. Mais c'est faire comprendre que le respect, ça vient d'une autre manière aussi. C'est à savoir quand tu rentres dans le vestiaire. Non, après, il faut l'inculquer le respect. Parce que quand tu dis ça, c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont là pour chercher récupérer le matos et tout, que toi, tu dois leur manquer de respect. Moi, je dis par exemple, Jordan, c'est mon petit frère, Jordan. Dédé et Jordan, c'est mes petits frères. Mais Jordan, quand il monte en pro, il y a au début, à part pour les équipements, mais sur le terrain, il n'y a jamais personne qui lui disait rien à Jordan. Et une fois, je me rappelle, parce que Jordan, il a beaucoup de caractère, il a un fort caractère, Jordan. Quand il perd, c'est un mauvais joueur. Et à un match d'entraînement, il prend le ballon, il est énervé parce que l'arbitre n'a pas sifflé ou Deschamps n'a pas sifflé, et il dégage le ballon loin là-bas. Et moi, je le vois, hein. Et je vois l'entraîneur, il dit, ouais, bon, jouez. J'ai dit, pardon, il n'y a personne qui va jouer ici. Non, il n'y a personne qui va jouer ici. Il dit, petit, va chercher le ballon. Je dis sur la tête de ma mère qu'aujourd'hui, l'entraînement, il ne va pas reprendre tant que tu n'auras pas été chercher le ballon. Il a baissé la tête, il est parti chercher le ballon. Et j'ai dit, tu vas en trottinant. Il a trottiné, il est parti, il a ramené le ballon, il l'a posé là où il l'a tiré. J'ai dit, là, on peut rejouer. J'ai dit, mais t'as pété les plombs, t'as 18 ans, tu viens, il y a des joueurs comme Heinze, il y a des joueurs comme Moentes qui sont ici, tu viens, tu dégages le ballon comme si t'as rien fait dans le foot pour l'instant, tu vois. Je dis, à mon avis, respecte les gens avec qui tu t'entraînes. Et depuis, après, Jordan, il a plus dit un mot après l'entraînement. Tu vois ce que je veux dire? Mais si on lui avait rien dit, là, la prochaine fois, il l'aurait refait. Et ça se trouve, il l'aurait fait même pire. C'est normalisé, ça devient normal. Ça devient normal pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais moi, je lui ai montré que ce n'était pas normal ce qu'il faisait. Tu vois, ce n'est pas méchant ce que je lui ai dit. Je lui ai dit non, tu as eu une mauvaise réaction, mais tu as réparé ton action. Tu vas prendre le ballon, tu vas le remettre à ta place. Et ça s'appelle. C'est une sorte d'éducation. Tu éduques les jeunes joueurs à ça. Mais si tu les laisses faire, ils vont te marcher dessus après. C'est comme tes enfants, c'est comme tout. Tu vois, si demain on les laisse faire, au final. Non, c'est pas. Ouais, c'est pas comme nos enfants. Non, pas ton enfant. C'est-à-dire que dans le sens de si tu laisses faire quelque chose, l'enfant il va croire que c'est normal, il peut refaire. Il va le normaliser. Il va le refaire et il va faire même encore pire. Il va faire pire. Maintenant, voilà. Tu vois, par exemple, tu parles de Jordan. Alors, Jordan Ayew. Et moi, je relis toujours ça à ce que tu fais aujourd'hui, à ce que nous on fait. C'est-à-dire que tu es là, tu dis, lui, au final, ce qu'il cherche, c'est un grand frère. Parce que s'il n'a pas la personne, c'est-à-dire que s'il n'a pas la personne qui vient le remettre à sa place, ça se trouve, il ne va même pas pouvoir faire la carrière qu'il peut faire. Parce que toi, en étant ce que tu es, le grand frère, là, lui, il recherche ça. Comme tous les jeunes qui montent chez les pros, il y a toujours tu vois, quelqu'un qui vont regarder. Ils cherchent toujours un exemple à suivre. Quand je suis arrivé au centre, la première fois que je vois Manu,
la toute première fois que je vois Manu, j'arrive avec mon père de Tadeo, il me fait rentrer au centre de formation, je vois Manu dans le self, avec sa main comme ça, en train de charrier tout le monde. Je regarde, je scanne, il vient me voir avec Gino Djiba. C'est-à-dire que dès que je suis arrivé chez eux, c'est eux que je cherchais. Tu vois, je cherchais le grand frère. Un repère, ouais. Un repère. Et Manu me mettait des tartes. Sega, il me mettait des tartes. Agassa, il me mettait des tartes. Au final, c'est ce que je recherchais. Tu as besoin de ça. Si je ne m'avais pas mis ces tartes-là, bah, je me serais enflammé. Je me serais enflammé. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans le respect, là, c'est important, surtout des deux côtés. Le petit, il recherche ça et que nous aussi, enfin, en tant que le grand, il sache qu'au final, c'est pour son bien. Et tu as bien fait. Ouais, non, mais après, c'est un mec qui est super, super respectueux, Jordan. Mais il avait ses excès de colère des fois sur le terrain et les gens lui disaient rien. Je dis, à un moment donné, tu vas t'arrêter, petit. Non, c'est pas comme ça. Il faut respecter les gens qui sont autour de toi. Et frère, tu as la chance de t'entraîner avec nous. Comme tu as dit, toi, tu arrives chez les pros, tu te fais tout petit. Mais non, toi, tu viens, non. Et après, je dis, après cette action-là, on n'a plus entendu. Il avait plus ses excès d'humeur. Il est resté tout calme. Tu vois, et il a commencé à jouer. Il a commencé à s'intégrer avec les autres. Il a commencé à jouer. Il a commencé à être décisif sur le terrain. Et après, là, il a eu la carrière qu'il a encore actuellement. Tu vois. C'est un process. En tout cas, on n'est pas parti jusqu'en Turquie, mais ça fait longtemps. On dure. Friandiz. Là, en plus, tu peux parler turc avec moi, Friandiz. Oh, Lui, il a vécu plus longtemps que moi en Turquie. Mais n'empêche que la Turquie, c'est un super pays. C'est un super pays, un super championnat. Les gens, ils le dénigrent trop ce championnat, alors que Ricky, il a évolué là-bas. Il y a un très, très haut niveau. Hein. Ah ouais, surtout quand tu joues dans les grands clubs. Hein. Quand tu joues dans les trois gros, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment un truc de malade. Après, c'est dommage si tu n'arrives pas à performer en Europe. Parce que voilà, tu connais hein, l'Europe, la Champions League, ça met de la lumière sur les clubs, sur les championnats. Mais c'est vrai que ça reste un très bon championnat. Hein. Il y a des super joueurs. Mais quand tu sais quand j'arrive en Turquie, les champions, c'est pour ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'était un gros club pour ça. Hein. C'était vraiment un très gros club. Après, vous avez gagné. Mais tu savais, depuis, ils ont du mal à gagner. Hein. Ouais, mais le problème de ces clubs-là, Bursa, Trabzon, c'est que dès qu'ils gagnent un championnat, l'année d'après, ils se font dépouiller. Voilà. Tu vois. Donc après, ils ne peuvent pas faire doubler ou back-to-back. Ils ne peuvent pas le faire, ça, parce qu'ils se font dépouiller de leurs meilleurs joueurs. C'est comme Trabzon. L'année où on est champion, l'année d'après, je crois, nous, on se bat. On se bat pour le titre avec Trabzon. Et Trabzon, il y a des grands joueurs. Tu as Burak Yilmaz qui est derrière à Galatasaray. Tu as le milieu de terrain, là, comment il s'appelle Selçuk Inan, qui était le meilleur joueur pour moi du championnat à cette époque-là, qui part l'année d'après à Galatasaray. C'est des grands clubs, mais à chaque fois, dès qu'ils sont champions, ils se font dépouiller de leurs meilleurs joueurs. C'est ça. Après, c'est quand les gros clubs ils arrivent à polariser tous les talents. C'est ça. C'est qu'ils sont quasiment en monopole. C'est Gala, Fenerbahçe. C'est pour ça, c'est vraiment jouer à Gala. On le voit même aujourd'hui. Hein. Tu vois des Icardi, des Agnolo qui sont là-bas. Crois-moi, c'est pas pour rien. Même à l'époque, quand DJ il est parti là-bas, ou des mecs comme Falcao, Podolski, Schneider, c'est pas pour rien. Parce que c'est pas pour rien. Hein. Ah oui. Au standing. Non, mais il y a toujours des grosses équipes, que ce soit Galatasaray. Mais tu sais que les joueurs qui vont là-bas, après, quand ils connaissent le championnat turc et la ville, ils ont du mal à repartir. Hein. Ils y restent même. Il y en a plein qui prennent des maisons là-bas. Et ils sont bien. Je dis, hein. Il y a beaucoup de mecs la qualité de vie. Tout ça. Des Baffé, tout ça. Baffé, il veut, à la fin de sa carrière, il veut aller vivre là-bas, mais il n'est pas le seul. Hein. Le plus grand regret de Mamad Niang. Moi? Ouais. Mon plus grand regret, je dirais, c'est d'être parti de Fenerbahçe. Mon plus grand regret. Ok. Ouais. Mon plus grand regret, c'est pas d'être parti de Marseille. Mon plus grand regret, c'est d'être parti de Fenerbahçe. Tu serais resté plus longtemps là-bas? Si j'avais pu, je serais resté même jusqu'à la fin de ma carrière. T'étais kiffé là-bas? Déjà, je me sentais très bien. Un club qui m'allait à merveille. Les gens, ils sont extraordinaires en Turquie. Et même quand tu sors te balader avec ta famille, tout, ils te cassent pas les couilles. Ils sont pas relous, tu vois. Ouais. Et même les installations de Fenerbahçe, le club, c'est un grand club. Il y avait tout, quoi. Tout était réuni pour que même je finisse ma carrière là-bas. Donc, voilà. Et du coup, pourquoi tu es parti alors? Je suis parti un peu bizarrement. Je suis parti parce que tu as vu, il y avait la polémique avec le président
Ouais, il dirait, ouais. Aziz Yildirim, où il y avait la suspicion de match acheté, Ouais, d'Autriche, ouais. de triche et tout ça. Donc, c'était un peu cette épée Damoclès qui était au-dessus de nous. On disait qu'on allait soit se faire virer, destituer de notre titre, se faire virer du championnat, être retrogradé en Ligue 2, tout ça. Et j'ai suivi les conseils de mon agent de l'époque qui m'a dit qui m'a dit de partir. Alors que le directeur sportif me disait, hey, on ne va jamais descendre en Ligue 2, ça n'arrivera jamais que Fenerbahçe soit retrogradé en Ligue 2, ça n'arrivera jamais. J'aurais dû l'écouter, je ne l'ai pas écouté. Et j'ai fait le choix de quitter et je le regrette encore aujourd'hui. Tu es parti au Qatar. Je suis parti au Qatar. C'est pour ça que je dis que je regrette vraiment. Parce que le Qatar, c'est un beau pays. C'est un beau pays, mais footballistiquement en parlant, c'était à l'époque, hein, même si le niveau l'a un peu évolué, l'a un peu augmenté, mais à l'époque, c'était un niveau très faible. Tu allais là-bas, tu savais que tu allais que pour l'argent. Et j'avais encore cette passion. J'avais encore cette passion de football. Donc, quand je suis arrivé là-bas, ça a été très dur pour moi. C'était comme si je mettais une croix sur tout, tu vois. Et ça a été très dur psychologiquement de me retrouver là-bas. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, l'argent fait pas, non, l'argent fait pas le bonheur. Ouais, on peut dire ce qu'on veut. Les gens disent, ouais, mais non, l'argent fait pas le bonheur. Parce que oui, je gagnais très, très bien ma vie là-bas, mais je n'étais pas heureux. C'est pas bien, ouais. Ah non, je n'étais pas heureux du tout, même. Aujourd'hui, qu'est-ce qui rend Mamad heureux, pour finir? Ma vie de famille. Ma vie de famille, ma femme, mes enfants, la santé. La santé. Et le Sénégal, le Sénégal qui gagne. Ouais, le Sénégal qui gagne en plus au Cameroun. Non, le Sénégal qui gagne en plus au Cameroun, je pense que ça, c'est normal, quoi. Ah, t'as vu. Et quand il était au Cameroun, écoutez-moi bien. On était ensemble. Après, on a revoyagé ensemble pour rentrer au bled. Il faisait pas le malin comme ça. Hein. Là, aujourd'hui, il bavarde. Oh là là. C'est pas que je faisais pas le malin, mais j'avais pas peur non plus. J'étais confiant quand même. C'était une bonne équipe, tu vois. Ouais. Mais j'avais peur du Cameroun. Le Cameroun, heureusement qu'ils sont tombés. Parce que si on les joue en finale, ça aurait été compliqué pour nous. En tout cas, frère. En tout cas, bon, allez, ça dit quoi vite fait avant de finir à ETL ce week-end? On sait ce que ça dit. C'est le retour à la maison. 4 ans passés à Toronto, tu vois, de retour dans son club. Hein, de retour dans son club. Mais toi, en parlant de ça, tu te sens très bien là-bas aux États-Unis. Ouais. Franchement, j'ai découvert tard. J'ai signé là-bas à 33 ans. Mais ça a été, tu vois, tu parles de passion, tu parles, tu sais, un peu le coup de boost. Tu vois, ce dont tu as besoin, ben, c'est exactement ça. Tu vois ce que je veux dire? Là-bas, voilà. L'identité, tu vois, tu amènes une plus-value. Tu vois, tu es dans un environnement où tu as fait le tour. Moi, j'ai fait le tour de National, Ligue 2, bas de Ligue 1. Tu vois ce que je veux dire? J'ai passé ce cap-là. Et là, en fait, tu sais, quand tu parles de passion, tu joues dans des stades remplis. Tu vois, l'expérience du joueur de match. On a 40 000 abonnés à Atlanta, à Toronto. On faisait 25-30 000 à tous les matchs. C'est un truc où, ouais, tu prends vraiment du plaisir pour les bonnes raisons. Et donc, je fais durer le plaisir. Hein. Je fais durer le plaisir. Bah, franchement, je te souhaite que ça dure encore le plus longtemps possible. Parce qu'on est né pour ça, on joue pour ça. Et voilà, comme il n'y a pas d'âge, tant que ton corps il arrive à tenir, je te souhaite de continuer. Parce que quand tu vas arrêter, ça va être très dur. Tu vas pas dire ça, maman, tu vas pas dire ça. Oh là là. Si, moi je confirme. Ricky, tu vas passer par là aussi. Hein, mais là, moi, je suis en plein de transition, là. Je suis en plein de transition. Tu sais, moi, je termine sur Chartres, hein, donc je suis en N2, histoire pour finir. Moi, je voulais revenir sur Paris, moi. Je voulais revenir sur la région parisienne. C'est pour ça que je suis venu à Chartres. Mais voilà, on finit la saison et puis après, fin de saison, ça va être la réflexion. Tu as vu, moi, j'ai commencé un peu avec les médias. Bon, on était ensemble c'est ça. Et voilà, là, je discute avec deux, trois médias pour l'année prochaine. Mais pareil, hein, j'ai peur un peu. Hein. Il y a cette crainte de sauter le pas, tu vois, de passer derrière. Donc, non, mais après c'est plus le manque. C'est plus le manque de pouvoir performer, de pouvoir jouer. Et c'est juste ça qu'il faut passer. Et après, bon, ça va aller. Bon. Il sait de quoi je parle. Il est passé par là aussi. Les premiers mois et surtout la première année, c'est compliqué. Et bon, après, tu vas t'y faire. Je ne m'en fais pas pour ça. Il n'y a pas de douleur qui passe pas. Ça passe. C'est une histoire de process. Ouais. On prend le temps. Et voilà. En tout cas, M. Nyang, merci. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Franchement, dédicace. OG, grande dédicace.
Grande dédicace au OG parce que franchement, on a souffert pour l'avoir. On a eu des problèmes. Je ne vais pas vous mentir. Des gros problèmes techniques. On a eu des gros problèmes techniques, mais on persévère. On persévère. En tout cas, il ne faut jamais lâcher. Jamais lâcher. Merci à vous. Merci à la source.io quand même pour, tu vois, pour merci les moyens. Quentin, merci Ricky. Merci. Source.io pour les moyens techniques et audiovisuels mis à disposition. Suivez les réseaux sociaux BMC et de la G86. On est ensemble. Ça ne bouge pas. On revient très vite la semaine prochaine. Et entre-temps, vous savez quoi, comme disait notre illustre surveillant et entraîneur des gardiens et Coco à Clairefontaine, Monsieur Fati, basket par cas, allez hop, vous tournez, c'était ballon main corps. À la semaine prochaine, Q. One love. One love. Bye bye.